C'était au début de 1945, quand un rescapé d'Auschwitz est venu au couvent et a raconté à Sœur Marie, qui s'occupait de nous, que mon père était décédé. Elle m'a appelé, elle me l'a dit, et elle m'a également cité les dernières paroles de mon père, d'être un bon juif. Et c'est comme ça que je sais que mon père est décédé à Auschwitz, 2 semaines environ avant la libération d'Auschwitz. Et pour ma mère, je n'ai absolument rien. Par exemple, au couvent, je priais tout le temps à Jésus, je veux mes parents de retour, mais seulement comme catholiques. Je ne les veux pas des juifs, qui ne reviennent pas s'ils sont encore juifs, seulement catholiques, je les voulais. Et quand je pense à ça, quelle impression tout ça a fait sur moi à cet âge-là, hein, c'était... C'est ici que notre histoire commence, au Moshav de Nir Galim, aux portes du Negev. Ces hommes et ces femmes qui, pour la plupart, ne se sont plus vus depuis 50 ans, partagent le même passé. Ce sont tous des enfants cachés en Belgique par des parents qui ont voulu les soustraire à la barbarie nazie. Aujourd'hui, chez nous, les seules traces qu'il reste d'eux, ce sont ces registres des étrangers. Dès leur sortie de clandestinité, au lendemain de la guerre, ils y étaient inscrits. D'origine polonaise, hongroise, tchèque, allemande ou tout simplement apatride, ces enfants ont vécu sous de faux noms, ont été baptisés, ont perdu toute identité pour pouvoir survivre. Dès la libération, la communauté juive va tout faire pour retrouver ces enfants désormais orphelins, placés chez des particuliers ou dans des couvents. J'ai quitté le couvent sans trop de regrets d'un côté. Mais d'un autre côté, je sais que cette époque a été pour moi une époque... je ne peux pas dire que je n'étais pas bien. Et pourtant, j'étais content de revenir et de retrouver une partie de ma famille. J'avais 2 cousines qui sont venues nous chercher, nous sommes passés chez elles et puis nous sommes arrivés à Marquin. Marquin est une paisible commune blottie le long de la frontière française, à quelques kilomètres de Tournai. À la sortie du village, un ancien couvent, propriété des Jésuites, est vide depuis de nombreuses années. C'est là que s'installe dès décembre 1945 un home destiné à accueillir des enfants juifs de 8 à 14 ans. Quand je suis arrivée à Marquin, ça représentait un toit pour rester la nuit et repartir le lendemain en Israël. Mais après, c'est devenu une place où il y avait des gens qui s'apprêtaient à aider aux autres et où j'ai trouvé beaucoup d'enfants qui avaient besoin d'aide et de joie. Je ne voulais pas de contact avec le judaïsme. Mais après que je suis venue à Marquin, je suis encore allée plusieurs fois à l'église, mais même pas pour prier, pour réfléchir. Où est-ce que je suis? À quelle partie j'irai? Si je retourne au judaïsme ou si je passe au catholisme. Je savais que j'étais juif, je savais en gros ce qu'était le judaïsme. Mais la pratique n'était pas mon fort. Il me fallait donc réapprendre, si je peux dire. Et c'est exactement ce qui est arrivé au début de notre séjour à Marquin. D'abord réapprendre le judaïsme, revenir à une vie presque normale, comme dans un pensionnat d'enfants, où j'aurais dû être pour une raison ou une autre, et nous préparer petit à petit à venir en Israël. Au lendemain de la libération, l'aide aux Israélites victimes de la guerre, la IVG, est créée et joue un rôle primordial dans la reconstruction de la communauté juive de Belgique. Il faut non seulement accueillir et réconforter les rescapés de la Shoah, mais aussi retrouver entre 1500 et 2000 enfants cachés et dispersés dans tout le pays.
Des homes ou des maisons d'enfants sont ouverts, des émissaires, certains venant même de Palestine, sont envoyés pour récupérer les enfants cachés. Mais la tâche n'est pas facile. Beaucoup de familles d'accueil refusent, pour plusieurs raisons, de rendre les enfants qui leur ont été confiés. Ce sont les parents qui ont caché les enfants chez la famille, pour une raison qu'ils aimaient les enfants. Et une autre chose, que les enfants ne voulaient pas partir parce qu'ils étaient habitués à ces gens, et aussi les remercier de leur façon pour les avoir sauvés. Il y avait beaucoup de raisons, il n'y avait pas une raison. Légalement, on peut récupérer les enfants en obtenant une présomption de décès des parents, en constituant un conseil de famille et en nommant un tuteur. Mais tout cela n'est pas toujours suffisant. Sous prétexte que ces enfants sont désormais catholiques, certains couvents refusent de les rendre. Reste alors la solution ultime, les racheter. Ces années sont décidément bien pénibles et les survivants découvrent au fur et à mesure l'ampleur de la catastrophe. Nous commençons lentement à comprendre qu'une très grande partie du judaïsme est tuée, ne reviendra plus jamais, a été gazée, été exterminée. Et alors, on voulait quand même réintégrer une partie des enfants pour rebâtir le judaïsme, un peuple juif, que ça existe. C'était vraiment le but, notre but principal était de ramener les enfants au judaïsme. Les parents étaient juifs, même certaines familles très religieuses, que si les parents auraient su que les enfants sont devenus chrétiens, baptisés et tout, je ne sais pas ce qu'ils auraient dit. Ça, c'était une grande raison que nous voulions réintégrer les enfants au judaïsme. L'institution qui ouvre ses portes à Marquin a précisément pour but de réintégrer tous ceux dont le judaïsme est ébranlé par la guerre. Le fondateur du Home, Itzhak Neuler, sous l'égide du Baad, l'Alliance des pionniers religieux, y installe une école artisanale et agricole. Dès le mois d'octobre 1946, le Home est agréé et subsidié par le ministère de la Reconstruction, qui est conscient que l'on y prépare des enfants pour partir en Palestine. Si l'encadrement est assuré par des Juifs, ce sont des enseignants belges envoyés par l'Éducation nationale qui prennent en charge les cours généraux. Fin 1946, Fela Itzbouski a déjà emmené une centaine d'enfants à Marquin. Une fois que j'avais récupéré un enfant, c'était moi qui l'ai amené à Marquin. Je racontais un cas d'une jeune fille que j'avais récupérée et qui ne voulait pas venir avec moi, mais ensemble, les logeurs ne la voulaient plus non plus parce qu'il n'y avait plus personne qui payait pour elle. Et dans le train, elle ne voulait pas me s'asseoir à côté de moi, en face encore, mais pas à côté parce qu'elle détestait les Juifs. Et arrivée à Marquin, elle me disait, maintenant, je veux que tu me promets que je puisse aller à l'église et je puisse continuer à être chrétienne. Et alors, quand je suis venue à Marquin et qu'elle me disait qu'on ne la laissait pas aller à l'église, j'étais étonnée. Je voulais m'adresser à la monitrice. Et là, elle me dit, non, je t'ai menti, on me laisse aller, mais moi, je ne veux plus aller. Je suis heureuse ici. Les monitrices et tous ceux qui s'occupaient des enfants à Marquin étaient extraordinaires. Et chaque fois qu'ils ont entendu les cloches qui sonnaient à l'église, ils ont été atterrés le dimanche. Et nous ne disions rien. Ça, c'était notre fort, que nous ne voulons pas par force. Seulement lentement, à mesure, à fur et à mesure. Et on avait mal, ça faisait mal parce que notre but était de les ramener au judaïsme. Alors, ça nous faisait très mal, mais nous taisions, nous disions rien, nous ne réclamons pas, nous les avons laissés aller. Et on priait. J'allais à la synagogue. Une priait les Juifs, moi je priais, je me rappelais les prières des catholiques. Le soir, la même chose, une comme ça, une comme ça. Il y avait beaucoup d'enfants pareils comme moi. L'atmosphère faisait tout. Les Shabbats, la synagogue, les études, tout lentement. L'exemple des plus grands, de ceux qui étaient juifs, nous donnait l'exemple. Et tout doucement, nous sommes revenus. On ne nous a pas obligés de rien. Tout allait tout. Je ne me rappelle pas combien de temps ça a pris que j'étais de nouveau juif, mais c'est allé assez vite. La première semaine, comme nous sommes venus à Marquin, il s'arrive le Shabbat. Shabbat, c'est le samedi. Le samedi, alors on nous disait,
Tu ne peux pas jouer le football, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas éteindre la lumière, allumer la lumière. Ça veut dire des choses que jamais de la vie j'ai entendues et je comprenais ça. Bon, alors il vient le... non, ça me fait rire, si je me rappelle de ça. Il vient le vendredi soir, le madrir, il m'a pris près de lui à la synagogue et je ne pouvais plus rester là-bas. Je lui ai dit, je sors. Il m'a dit, où tu sors? Je lui ai dit, je dois aller faire pipi. Bon, sors, mais reviens vite. Et comme je suis sorti, j'ai éteint les lumières de la synagogue. Et ça a commencé à crier. Et tous, comment dire ça? Couraient derrière vous. Couraient après moi. Et ça, on m'a attrapé à la fin. On ne m'a pas frappé, non. On m'a attrapé. On m'a dit, Abraham, viens maintenant, allume les lumières. Qu'est-ce que ça veut dire, les lumières? Mais c'est le samedi, je ne peux pas allumer les lumières. Alors pourquoi tu éteins? On m'a dit, tu sais quoi? Toi, le seul ici, tu pourras faire ce que tu veux, tu peux éteindre, allumer, tu seras à gauche le Shabbat. Alors pour moi, c'était très bien parce que j'étais content, j'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais, il n'y avait pas de problème. On était joyeux, mais il y a une grande partie, surtout la première époque, sans doute pour moi, c'était recommencer, s'habituer à des nouvelles personnes. Et j'aimais beaucoup tous ceux qui nous enseignaient, ceux d'Israël et les Belges aussi. Madame Picard, par exemple. Moi, je me rappelle de Madame Picard. C'est drôle. Et ces pauvres gosses qui venaient de situations atroces, enfin, certains avaient eu la chance d'être cachés. Donc là, la situation était souvent meilleure. Mais certains rentraient des camps de concentration et avaient passé des choses invraisemblables. On nous demandait bien sûr de leur donner un enseignement officiel dans la mesure du possible, mais surtout aussi de jouer le rôle des parents absents. Je me rappelle que quand on devait rentrer en classe, mais c'était pas au commencement, et quand on ne voulait pas rentrer, elle était très savlanite. Très douce, Oui, très douce et très patiente. Elle ne nous forçait jamais. Et surtout de ça, comme ça, j'essaie comme ça de penser sur elle. Et son nom, ça me fait toujours comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça me fait du bien. À Marquin, l'étude du judaïsme tient une place importante. Les cours d'hébreu et l'enseignement religieux font partie de la vie quotidienne des enfants. Ces jeunes reçoivent aussi un apprentissage professionnel technique et une préparation aux travaux agricoles. Enfin, des cours généraux complètent leur formation. Il y avait des enfants de tous les âges. Les petits étaient groupés dans une classe de première, deuxième, troisième, quatrième primaire. Et après, il y avait la 5e, 6e primaire qui allait avec les premières classes du secondaire. Une seule personne s'occupait des 4 premières primaires. Et quant au reste, j'étais avec un collègue masculin qui prenait la partie scientifique, qui donnait les mathématiques et les sciences, alors que moi, je donnais le français et les branches littéraires. Les journées à Marquin, comment dire, c'était d'abord un groupe d'enfants qui vivaient ensemble, des enfants qui avaient passé par toutes sortes de traumatismes, je dirais aujourd'hui, toutes sortes de chocs, qui essayaient de retrouver une vie normale. Nous étudions, nous avons suivi une école absolument normale pendant les matinées. Nous étions regroupés par groupe d'âge, des groupes de 10, 12, 15 enfants, garçons et filles mêlés. Nous avions beaucoup de réunions où on parlait de toutes sortes de choses. Et la journée donc était partagée entre les études normales d'un enfant de 13-14 ans à l'école qui termine son école primaire, et du travail semi-professionnel pour nous préparer à ce que nous ferions en Palestine. Il y avait le cordonnier, il y avait le menuisier, il y avait le mécanique. On faisait également de l'agriculture, du jardinage.
Il y avait un tout petit élevage, je ne pourrais pas vous dire certainement pas des vaches, etc. Mais enfin, pour apprendre, il y avait des poules, ça je me souviens très bien. Et c'est ce que nous faisions, pour ainsi dire, pendant une demi-journée. On dormait dans des dortoirs. Moi, je me rappelle que ça me dérangeait très fort. Et souvent, j'allais... Parce que ma sœur était dans un autre groupe. La nuit, je passais chez elle. Et j'entrais. On avait des tout petits lits, mais on était toutes les deux parce qu'on avait déjà les habitudes pendant la guerre d'être dans un petit lit ou dans une armoire cachée. Et souvent, je me trouvais en pleine nuit chez ma sœur dans son lit. Et pour moi, c'était très difficile, et même dans la journée, qu'on n'était pas ensemble. Quand ils allaient dormir, moi je faisais le tour autour des chambres à coucher et j'entendais des enfants qui pleuraient. Ils tenaient le chapelet en main, priaient à Jésus qu'il leur aide de sortir de ces complications qui sont arrivées dans un milieu tout à fait différent. Ils étaient, ces pauvres, ces jeunes âmes brisées et fragiles, ils avaient une lutte. C'était une lutte philosophique et théologique. Et c'était dur pour ces enfants-là. Nous comprenions ça. La nuit, c'est donc les nuits, quand ils pleuraient, quand ils avaient besoin de quelque chose, même des grands-enfants qui faisaient au lit. Et il ne fallait pas savoir, parce qu'autrement on se moquerait d'eux. Et le matin, être avec eux quand ils s'habillent, dire la prière du matin avec eux, et manger, les apporter à la salle à manger pour le repas, être avec eux pendant le repas. Et après, quand ils allaient à l'école, moi j'étais libre pour apprendre l'hébreu ou les autres choses. Et à midi, je ne devais pas être avec eux, mais le soir, de nouveau. Et très souvent aussi l'après-midi, aider quelqu'un avec ses devoirs, ses calculs. Comme ça, être une petite maman, disons comme ça. Ils essayaient de nous faire oublier tout ce que nous avions passé, de nous faire oublier la perte de nos parents, le fait d'avoir été cachés pendant une longue période, d'avoir dû cacher notre identité et de prévoir maintenant quelque chose qui serait meilleur pour l'avenir. On a essayé simplement de nous montrer quelle était notre identité à nous, sans essayer de dénigrer ou de salir quoi que ce soit touchant une autre religion. Nous n'étions pas avec eux comme des professeurs avec des élèves. Nous les considérions un petit peu comme des enfants à nous. On nous l'avait d'ailleurs demandé en entrant. On nous avait bien recommandé d'être près d'eux, de jouer un peu le rôle de la famille qui n'existait pas. Ce qui fait que certains jours de fête, par exemple, nous venions pour manger avec eux. Ils m'ont appris à danser la hora au cours de leur fête, leur danse juive si caractéristique. Ils étaient tout fiers de nous apprendre au moins ça. La brigade juive fait partie de l'armée britannique. Elle a accompagné les troupes alliées dans leur reconquête du continent et participé à la victoire sur le nazisme. Au lendemain de la guerre, certaines unités sont encore stationnées dans notre pays. Une de leurs missions, aider les communautés juives locales à se reconstituer et encourager le retour vers la terre d'Israël. Ces soldats font donc des séjours réguliers dans les homes où, petit à petit, ils redonnent aux enfants la conscience d'appartenir à un peuple. Et il y avait surtout 3 soldats de la brigade. Tous les 3, on les appelait Yaakov. On l'appelait Yaakov le grand, Yaakov le petit et Yaakov le moyen. Comme ça, parce que c'était les grandeurs. Et eux, ils nous apprenaient l'hébreu, ce que s'appelle l'alphabet, l'ABC. Et puis, ils nous apprenaient sur la Terre Sainte, sur Jérusalem. Et comme ça, petit à petit, à force d'apprendre sur le judaïsme, j'ai réalisé que je faisais partie de ce peuple. כן, דיברנו איתם כל הזמן על ארץ ישראל, כמה שטוב כאן. היו נגיד, אני זוכר, במקרה הילדה הזאת,
שנפלה כאן במלחמת השחרור. אז האבא שלה, לפני שנעזבתי, הם באו כל שבת, הם התארחו בשבת ההורים לפעמים. אז הוא שאל אותי אם כדאי לשלוח את הבת. אז אני אמרתי לו, אין לך מה לפחד, אתה יכול לשלוח אותה. הייתה באמת כמו אבא שלהם. אני בדיוק שם, כשנפגשנו, זה אמרתי להם, כשבאנו לשם היו ילדים קטנים כולם. כולם עליי וזה קפצו עליי, ממש כמו אבא שלהם הייתי, כן. כמו חבר וכמו אבא. Il chantait en hébreu, il nous racontait sur les fêtes, sur Israël, sur les kibbutzim. Et ils étaient vraiment très très chaleureux avec nous. Et on les admirait, ils étaient pour nous comme de la vraie famille, comme des pères, que pendant des années, on était séparés de toutes ces choses. Et je me rappelle même comme ils recevaient des paquets de l'armée, de ravitations, des sucreries, des bonnes choses. Et comme ils ouvraient les paquets, et ils partageaient tout avec tous les enfants. Et c'était très émotionnant pour nous. Et on était des enfants que toute la guerre, on n'avait pas vu des sucreries. מה זיכרון הכי יפה מה שהיה? זה היה בליל הסדר של פסח. אז הכנו את הילדים שם עם שירה של ליל הסדר, של ההגדה. והתכוננו איזה חודש ימים לפני זה, לליל הסדר. באו כמה חיילים מהבריגדה עוד לשם. היה ערב, נולר היה שם, ונדמה לי שגם פלה הייתה שם באותו ערב. היה שני ערבים, זה אני לא אשכח. את הליל הסדר הזה אני לא אשכח אף פעם. Ça, c'était le mérite de cette organisation, n'est-ce pas, qui faisait absolument tout pour essayer de rendre à ses enfants l'impression que la vie reprenait. Par exemple, voilà, un carnet de poésie n'était absolument pas refusé. Il suffisait qu'un enfant le demande pour qu'il se recrée tout de suite quelque chose et qu'il puisse comme ça raccrocher des souvenirs, raccrocher des amis par le biais de son carnet, demander au professeur d'écrire un poème. Oui, ils étaient gâtés dans ce sens. Oui, très gâtés. Enfin, dans la mesure des moyens de l'organisme à cette époque-là. Et c'était certainement bien fait, avec beaucoup d'amour, bien sûr. Les gens qui avaient recréé ce centre devaient l'avoir fait avec énormément d'amour. Il le fallait. Elle avait envers moi une très grande patience. Et beaucoup essayé de m'aider, avec beaucoup de caresses et des bons mots. Et je sais, comme il y avait les examens, je ne savais rien du tout, je n'écrivais rien, et je ne sais pas pourquoi. Après que je venais, j'avais les meilleurs, les meilleurs résultats de la classe. Je me dis souvent, j'ai fait mon possible, des enfants le disent maintenant, j'ai eu des témoignages que, apparemment, j'étais beaucoup pour eux, ils m'aimaient comme une maman, mais j'étais très jeune et je ne me rendais pas compte de leur situation exacte. Non, il aurait fallu avoir 20 ans de plus pour mesurer exactement ce que c'est qu'une souffrance humaine à ce degré. Les jeunes adultes souffrent aussi en cette immédiate après-guerre. Ceux qui sont parvenus à échapper au génocide ne rêvent que d'une chose, partir ailleurs. Pourquoi je pars? Je pars parce que je ne me sentais plus très bien en Belgique. C'est le pays où je suis né, le pays où j'ai étudié, mais j'avais plus d'amis. Ils n'étaient plus là. Ils avaient tous été déportés, et de ce fait, je devais partir. Oui, en rentrant en Belgique, j'étais pas sioniste. Je pensais même pas aller en Israël. Mais quand je suis allé sortir carte d'identité à la commune de Bruxelles, et il m'a dit « Oh, je vois que tous les Juifs sont restés. Je vois que rien n'a changé. » Parce que mon ami Peter nous a mis dans la tête, après cette guerre, il y aura le monde sera très joli. En fraternité, tout le monde s'aimera. Et je vois que rien n'a changé. Je suis resté juif. Je ne suis même pas citoyen. Et alors, je commence à
pensais que je dois aller quelque part où je serais comme tout le monde. Seule solution à l'époque, émigrer vers la Palestine afin de participer à la construction d'une patrie juive, unique refuge pour les rescapés de l'horreur nazie. Mais la Grande-Bretagne, qui occupe le pays, limite fortement l'immigration juive en instaurant des quotas. Le mouvement sioniste organise alors le transfert clandestin de milliers de réfugiés vers la terre promise. Et ce travail, je le faisais en général vers l'après-midi. Je passais la frontière de tourner à Lille et là, j'amenais les personnes à Paris. À Paris, il y avait l'organisation illégale qui m'amenait les gens à Marseille. Et cela, je faisais 2 fois par semaine. Je rentrais à 5 h du matin, 9 h, j'étais à Wirral, personne ne savait où j'étais. Nous partons en camion, déguisés en soldats anglais. Et nous partons toute la route et on arrive à la frontière. Arrivé à la frontière, on nous a bien dit, surtout, vous la fermez. C'est-à-dire, en d'autres termes, pas un mot, parce que c'est très très important. Tous nos papiers belges, par exemple, moi, ma carte d'identité, avaient été enlevés. J'avais rien sur moi. Et nous sommes passés cette frontière comme si de rien n'était. Et la barrière s'est levée et les camions sont passés. On était à peu près 3 ou 4 camions. Nous avons roulé jusqu'à Lyon. Et arrivé à Lyon, nous sommes entrés dans un, je me souviens, très très grand hangar. Et là, des costumes civils nous attendaient. Nous sommes tous déshabillés et nous sommes civilisés, entre guillemets. J'étais libre. Les camps étaient derrière moi. Je partais à l'aventure, c'est vrai, mais quand même, il y avait la Palestine. La Palestine, c'était un peu ce pays où coule le miel et le lait. Hein, et on était joyeux, on était heureux. À Marquin, on envoie régulièrement des groupes d'enfants en Israël. Dès qu'on estime qu'ils sont suffisamment préparés, tant sur le plan personnel que religieux, les enfants peuvent alors entamer le grand voyage. La moyenne des séjours à Marquin est de 6 mois. Jusqu'en 1948, date de sa fermeture, l'école artisanale et agricole du Bad a connu au moins 7 vagues d'immigration vers Israël. À Marquin, je me rappelle une chose, oui. Chaque groupe qui quittait le Marquin, tous les enfants, on se mettait en rond, et on chantait ça, et au revoir, et c'est parti. Ça, oui, je me rappelle de ça. C'est la seule chanson que je me rappelle en français. Je suis restée 3 ans, jusqu'en 1948. En 1948, nous avons terminé l'année scolaire par 1 mois à la mer. Avec les enfants, nous sommes allés 1 mois dans un home à La Panne. Nous leur donnions quelques heures de cours, mais c'était surtout des vacances pour eux. Alors là, je les ai abandonnés puisque je me suis mariée. Et beaucoup d'enfants sont partis, les uns pour Ronquière et les autres pour Bruxelles. D'autres sont partis en Israël. Il faut bien dire que pendant ces années où j'ai donné cours, il y avait des groupes qui partaient régulièrement vers Israël. Le 14 juillet 1946, dans le port d'Anvers, se trouve le seul bateau qui quittera clandestinement la Belgique pour la Palestine. Son nom, le Soldat hébreu. Une femme surveille l'embarquement, Fela Perelman. Grâce à elle, des centaines de réfugiés venant d'Europe centrale obtiennent des visas de transit qui leur permettent de rejoindre la Palestine via notre pays. Représentant de l'Aliabet, Fela et son mari, Raïm Perelman, travaillent en collaboration avec les autorités belges. Sur le quai arrive également un groupe d'enfants de Marquin et leur monitrice. Je ne sais pas même exactement si moi-même je savais le jour du départ que c'était le départ pour la Palestine. Je sais qu'on n'avait pas le droit de prendre tous les papiers avec nous, on n'avait pas le droit, aucun document. On devait tous les redonner à la... Je ne sais pas directement qui, avec quelqu'un qui nous a pris tous nos documents. Et même il nous a dit que quand on venait en Palestine, peut-être on les recevra. Mais je ne les ai jamais reçus. Et c'était le jour qu'on est parti à Anvers, d'après ce que je me rappelle, et monté pendant la nuit sur le bateau.
Et le bateau était un bateau de transport. Il y avait place pour 60 personnes et on a poussé dedans 600. Je voyais que le bateau était plein. Je pensais j'attendre un autre bateau. Je ne comprenais rien. C'était terrible. Madame Perleman, professeur, docteur Perleman de l'université, c'était une dame juive, elle a organisé ça. Elle m'a dit, va vite, entre vite parce que tu n'auras aucune place. J'étais terrifiée. C'était horrible. Il n'y avait pas de place. C'était comme des planches. Et alors, en bas, il y avait encore de la place. Et je ne voulais pas. Alors, j'ai dit aux enfants, il n'y a rien à faire, il faut entrer, on va chercher des places. L'autre chemin pour atteindre la Palestine passe par la France. Les rives de la Méditerranée, et plus particulièrement les calanques aux alentours du port de La Ciotat, sont un bon refuge pour attendre les bateaux. C'est ici, au bec de l'Aigle, sur les terrasses qui descendent vers la mer, que s'installe un camp où vit en permanence un millier de candidats à l'immigration. Je découvre des gens qui sont là, avant moi, qui sont venus. Je vois des tentes un peu partout. Je vois des gens qui jouent au volleyball ici. Enfin, je remarque tout à coup des jeunes qui sont venus de je ne sais où. Et je suis très impressionné de voir cet endroit paradisiaque. Quelques jours plus tard, nous on est réunis ici, jusqu'en bas, et on parle avec un micro. Et on nous dit que très bientôt, on partira pour la Palestine, qu'il faut avoir la patience et il faut trouver le moment. Et nous sommes partis d'Anvers et nous avons remonté l'Escaut. L'Escaut jusqu'à la mer du Nord. Chaque fois, il y avait un groupe de 30 à 50 jeunes qui montaient sur le pont et le reste était en bas. Okay? Toutes les 3-4 heures, il y avait comme ça quelques groupes qui étaient sur le pont. C'était dangereux parce que c'était un tellement petit bateau. Quand un groupe allait un peu plus à droite, tout le bateau allait tomber, descendait du côté droit. Et du côté gauche, la même chose. Alors comme ça, pour avoir l'équilibre, on devait partager le poids. Et aussi, on partageait le manger sur le pont. Alors, il y avait chaque fois quelques groupes qui étaient sur le pont et on partageait le manger. Le manger, c'était une histoire à part. Pour le petit déjeuner et le souper, on recevait une demi-brioche qui était séchée, c'était sec. Et on recevait de la confiture d'orange. Et c'était une chose très amère, on n'était pas habitué à ça. Et on donnait du hareng. On se lavait avec de l'eau de mer. Alors, la vapeur ou la fumée... La poussière. La poussière de la fumée de charbon a collé sur les visages. Et chacun commençait à rire, à voir l'autre. On avait l'air comme des nègres. On voyait seulement le blanc de l'œil. J'ai été appelé à m'occuper de l'intendance, c'est-à-dire acheter les légumes pour à peu près 1000 personnes qu'il y avait ici, il fallait les nourrir. Tous les jours, nous descendions vers La Ciotat, vers la ville de La Ciotat, où je trouvais les solinas, qui sont les gens qui nous servaient ici. Je remontais avec eux, avec le camion plein de pommes de terre, de légumes. Et les journées se passaient comme ça, ensuite à jouer, à discuter, beaucoup de discussions surtout. Discussions sur la Palestine, discussions sur les kibbutzim, discussions de l'avenir plutôt que du passé. Tous ces groupes étaient des groupes politisés. Politisés, je mettrais plutôt entre guillemets. L'un
faisant partie de la gauche sioniste, l'autre de la droite sioniste, du centre sioniste. Alors les discussions étaient très scharf, comme on dit, et ça nous permettait, au contraire, plutôt que de se faire des inamitiés, de pouvoir se grouper et continuer les discussions. Par exemple, moi qui voulais un État binational, j'étais l'utopiste du quartier, tandis que les autres parlaient d'un grand Israël. Israël, il prononçait le mot Israël. Moi, je ne sais pas, ça ne m'était pas venu à l'idée. Il y avait la Palestine. Et il était important pour moi de voir un État binational, c'est-à-dire arabe et juif. Cette nuit-là qu'on a passée, qu'on s'est approché de Gibraltar, comme des voleurs, petit à petit, tous les enfants, tous ceux qui étaient capables et qui avaient la force, sont montés sur le pont. Personne n'a dit un mot. Le bateau, je ne sais pas comment il a avancé, mais on n'entendait rien. C'était le silence complet. Et sans lumière, on a comme glissé sur la mer. On voyait, parce que c'était la nuit, oui, on s'est habitué aux lumières. On s'est approché de Gibraltar et on voyait les rochers, et on entendait les Anglais qui appelaient l'un à l'autre, qui se parlaient d'un roc à l'autre, parce que le silence était tellement complet. Et on a retenu notre haleine. Comme ça, on était en tension. La tension était tellement forte. Et on voyait, et on s'approchait, et on passait les rochers de Gibraltar, et on a senti quand on est rentré dans la Méditerranée. Le jour d'avant, on a vu le coucher sur l'océan Atlantique, et tout d'un coup, le ciel a été déchiré par le matin de l'Afrique. On préparait les bateaux dans le pont d'Azuta à tel point que parfois on entendait les coups de marteau jusqu'ici. Parce que dans les cales, on faisait des chalits, donc des lits pour les gens. Et ça prenait 1 mois, ça prenait 3 semaines. J'ai vu partir 3 bateaux de la Ciotat. Et on atteignait le bateau en partant en barquette jusqu'au bateau. Vraiment des barquettes de 20 personnes, toujours de nuit. Pour ne pas trop éveiller quand même la population, ils savaient et ils ne savaient pas. Enfin, il valait mieux que ça soit la nuit. On est parti par petits groupes de 30, 40 jusqu'au bateau. Mais on attendait que les gens soient sur le bateau, on repartait d'ici de nouveau avec 30 à 40 personnes. Ça se passait presque toute la nuit. Et le bateau partait au lever du soleil. Jacques Seffia, avec 1350 autres passagers, s'embarque sur une véritable coquille de noix, en réalité un bateau fluvial qui n'a jamais pris la mer. L'équipage, lui, est espagnol, un équipage qui a pour mission de passer entre les mailles du filet tendues par la flotte de Sa Gracieuse Majesté. Vivant dans les cales, les passagers craignent autant la faim et la soif que les Anglais. Pour beaucoup de gens, c'était très dur, en ce sens qu'ils vivaient pire que les conditions de camp de concentration, pour les chalits. Pour la nourriture, on avait de la nourriture, mais on n'avait pas beaucoup d'eau. Moi, heureusement, j'étais sur le pont, connaissant l'espagnol et connaissant l'allemand. Je devais à chaque fois traduire ce que disaient le capitaine et les matelots. On n'avait presque rien à manger, on n'avait pas à boire, on était à plat. Mais le moral était très haut, très haut. Ça, je ne me rappelle pas qu'on était toujours ensemble, on était un groupe de Barquins qui étaient toujours ensemble, on était des enfants de 14 ans. Et il y avait Paula qui était formidable avec nous, elle est toujours avec une ambiance formidable et c'était très bien. Nous étions 14 jours en pleine mer et tout à coup sont arrivés 2 croiseurs
Et ils ont parlé, ils ont demandé où allez-vous? En pleine Méditerranée, on a dit à Panama. En fin de compte, les deux croiseurs se sont approchés de notre coquille de noix et ont coincé notre bateau. Et à partir de là, il y a eu une bagarre. Quand les Anglais essayaient de monter sur le bateau, on leur tapait sur les doigts, ils tombaient soit sur le croiseur, soit ils tombaient dans l'eau. Mais n'empêche qu'ils ont occupé le bateau. Alors on est venu vers moi, le capitaine, qui était un homme vraiment genre Daninos, le personnage de Daninos, hein, casquette, short, petit bâton sur le bras. Et il dit « Your name », votre nom, Israël. L'autre, Israël. Israël, en fin de compte, il y avait 1350 Israël sur le bateau. Le bateau a été mené jusqu'à Haïfa. Et là, il a fallu 4 soldats pour décharger chaque juif de notre bateau. On se laissait traîner. Puis ils nous ont mis dans le bateau prison qui avait servi pour les soldats allemands. De ce bateau, ils nous ont emmenés à Chypre. Sur l'île de Chypre, les Anglais installent des camps d'internement pour accueillir tous ceux qui sont refoulés dès leur arrivée en Palestine. Dès août 1946, les Britanniques seront intransigeants et plus aucun candidat à l'immigration ne foulera le sol palestinien. Les enfants de Marquin, qui ont quitté Anvers 3 semaines plus tôt, ont de la chance. Leur bateau, le soldat hébreu, est le dernier à pouvoir entrer dans le port de Haïfa. Le soir avant, tout Haïfa, c'était comme c'était des milliers d'étoiles. Et être arrivé, on était si contents d'être là, que c'était notre pays et qu'on le voyait. On est monté sur terre seulement le lendemain matin. Mais la vue de Haïfa, c'était comme si on était au firmament. Parce qu'on voyait que des lumières. Et on se sentait ainsi. On est arrivé au Gan Eden, au paradis. Et on était tellement enthousiasmés, on était tellement heureux qu'on est arrivé, qu'on a tous commencé à chanter. Tout le bateau, tous les gens, même des gens qui sont restés en bas dans les cales pendant 18 jours, sont montés à ce moment. Mais aussi à ce moment sont venus les Anglais. Et alors, on a seulement compris qu'on a été repérés, oui. Ils ont voulu monter sur le bateau. D'après ce que je me rappelle, on ne leur a pas laissé d'abord. Et je sais qu'on est resté un certain temps sur ce bateau. On ne nous a pas laissé descendre. Et d'après ce que je me rappelle, on a voulu nous emmener à Cafricine. Mais à Chypre, on dit ça à Chypre en français. Et le bateau était un tel état qu'il n'a pas pu voyager. Alors on nous a fait descendre et on est allé à Athlite. Athlite est un véritable camp d'internement avec miradors et barbelés. Les Anglais y internent tous ceux qui parviennent à débarquer clandestinement sur le sol palestinien et qui ne peuvent être refoulés. Entassés dans des baraquements, vivant dans des conditions précaires, ils attendent le bon vouloir des Britanniques pour enfin pouvoir s'installer sur la terre promise. Athlite, on nous a reçus avec des barbelés et beaucoup de soldats. Et comme on n'avait pas de papier, on nous a pris des empreintes digitales, on nous a photographiés de profil et de face avec un numéro, comme des bandits. Après, nous avons amenés dans des baraques. On était 30 filles et 30 garçons étaient dans des baraques.
Mais là-bas, on s'est déjà organisé, il y avait des leçons, il y avait des cours, on s'est organisé très bien. Et pendant la nuit, s'est amené un monsieur qui était de la Sornoute, s'appelait Arié, et il nous a raconté ce qui se passe dans le pays entre les Anglais, les Arabes et les Juifs, pour qu'on sache vers quoi nous allons, oui. Et comme ça, 2-3 fois par semaine, il s'amenait une fois dans la baraque des garçons, une fois dans la baraque des filles. Et on savait que chaque mois, on libérait entre 1000 et 2000 jeunes. Il y avait surtout des jeunes là-bas. Ensuite, il y a encore eu beaucoup d'histoires jusqu'à ce que je suis arrivée à mon but. Mais à la Palestine, on y est arrivé. Nous savions quand on viendra en Palestine, c'est notre pays. Et puis tout était si bien. On entendait la radio en hébreu, des drapeaux israéliens. C'était tout pour nous, vraiment, quelque chose de nouveau. Un rêve qui se réalise. Et on admirait chaque chose. C'est dans notre pays, c'est notre pays. Jamais on avait, même avant la guerre, on n'était quand même pas des Belges en Belgique. On sentait qu'il y avait... Nos parents parlaient surtout le yiddish. À la maison, on parlait le yiddish. À l'école, le français. On n'avait jamais eu une place à nous. Et on était vraiment tout heureux d'être en Israël. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame l'indépendance d'Israël 8 heures avant l'expiration du mandat britannique sur la Palestine. Dès le lendemain, le premier conflit israélo-arabe éclate. La guerre d'indépendance durera plusieurs mois et il faudra attendre 1949 pour qu'une première trêve intervienne. Mais dorénavant, tous ceux qui veulent émigrer en Israël peuvent le faire librement. Je suis arrivé au kibbutz Dan, à la frontière libano-syrienne. Et là, j'étais très étonné d'une chose. C'est qu'en fin de compte, je suis parti avec un idéal très grand, disant on va construire un État binational, et c'est parti. Je suis arrivé au kibbutz, j'ai parlé des Palestiniens, on m'a dit qui? J'ai parlé des Arabes, on m'a dit qui? Et j'ai très vite compris que il n'y avait plus de Palestiniens, plus d'Arabes, il y avait les Juifs, et on construisait ce pays. On construisait Israël, en fin de compte. Aujourd'hui, je me sens bien, si je peux dire, et je crois que je dois citer 3 raisons principales. La première, c'était la chance que j'ai eue de me trouver dans un couvent du genre de la Providence. Et la seconde, c'est d'avoir été retrouvé par ma famille, de m'être retrouvé à Marquin et d'avoir eu la possibilité de reprendre une vie normale grâce à eux et au kibbutz dans lequel je me trouvais. Et la troisième chance, c'est qu'ici, j'ai pu fonder une famille telle que je l'espérais. J'ai commencé une nouvelle vie ici. Je montre à tout le monde la photo que j'ai ici, de mon mari et moi, avec nos enfants, 15 petits-enfants sur la photo. J'ai dit, ça c'est notre revanche sur les Allemands. Ils voulaient nous tuer tous, et moi j'ai une grande famille. La paix, on veut la paix. Toutes les années que nous sommes en Israël, énormément de guerres. On est venu ici, on a dit c'est fini tout. On pensait comme ça. Même nos maris, même nos enfants, des cousins, des beaux-frères, tous à la guerre. Des fois on perd. On a perdu aussi un cousin à la guerre de 6 jours. Le frère de Gabi Gros, qui avait 2 ans quand ses parents ont été pris par les Allemands. Il est venu en Israël. Il a une famille, une femme et une petite fille. Sa petite fille avait 2 ans quand lui, il est mort. Il a laissé une petite fille de 2 ans. L'histoire continue tout le temps.